arrêtez-vous un instant. Regardez votre vie, cette course sans fin en cercle. Travail, maison, obligations, exigences. Rappelez-vous ce sentiment d'irritation sourde qui vous submerge le soir quand vous réalisez que vous faites tout correctement, mais que le bonheur n'est pas là. Vous vous efforcez d'être bon, fiable, compréhensif, mais plus vous donnez, plus on exige de vous. Ça vous dit quelque chose. Vous pensez peut-être que ce n'est qu'une crise de l'âge, que tout le monde vit ainsi. Mais je suis là pour vous dire une vérité désagréable. Ce n'est pas une crise, c'est le résultat du conditionnement le plus massif de l'histoire de l'humanité. On ne vous a pas éduqué, on vous a comme un animal sauvage progressivement entraîné à sauter à travers un cerceau enflammé pour un morceau de sucre, pour l'approbation féminine, pour une louange chiche, pour l'illusion d'être un vrai homme. Aujourd'hui, nous allons arracher les masques des 4 principaux slogans de ce dressage. Nous allons décortiquer 4 vérités sacrées des relations modernes qui sont en réalité des mensonges. Des mensonges qui absorbent votre testostérone, votre argent et votre volonté de vivre. Nous parlerons avec franchise, parfois de manière cynique. Nous nous tournerons vers l'expérience des pères de la psychanalyse, Freud et Carl Jung, pour comprendre exactement comment nos instincts ont été piratés et retournés contre nous-mêmes. Mais je vous préviens, il n'y aura pas de retour en arrière. Une fois que vous aurez vu le mécanisme de la manipulation, vous ne pourrez plus jamais l'ignorer. Vous cesserez d'être commode et beaucoup n'apprécieront pas. Si vous êtes prêt pour une telle transformation, alors commençons. Avant d'explorer les aspects mystérieux de la psychologie et du comportement humain selon Jung, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une source d'information, mais un véritable voyage vers la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de soi-même. Si vous trouvez ce sujet utile, commentez 1. Si vous ne ressentez pas encore de connexion, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une source de motivation pour continuer à vous offrir des contenus profonds afin de vous aider à mieux vous comprendre. Commençons. Section 1. Le mythe de la grande inspiratrice. Vous avez entendu cette phrase 1000 fois. Elle est prononcée lors des mariages, dans les films, dans les interviews pompeuses. Elle est gravée dans le subconscient de chaque homme. Elle dit « Derrière chaque grand homme se cache une grande femme ». C'est beau, n'est-ce pas? Cela sonne comme une reconnaissance de la valeur féminine, comme un hymne au partenariat et au soutien. On nous dit que sans l'énergie féminine, sans ses conseils avisés et ses soins, l'homme n'est qu'un rustre incapable d'atteindre les sommets. Mais éteignons la sentimentalité une seconde et allumons la logique froide. Démontons cette phrase comme un pathologiste démonte un corps pour trouver la cause de la mort de votre indépendance. Quelle est l'essence de ce mensonge? Cette phrase est un coup de marketing génial. C'est une tentative de privatisation de vos réussites. Quand on vous dit que derrière votre succès se cache une femme, on vous dit en fait que votre résultat n'est pas votre mérite. Vous n'êtes qu'un instrument, vous êtes la locomotive. Mais c'est elle qui a posé les rails, c'est elle qui a alimenté le charbon, et donc le profit du transport lui appartient. Réfléchissez-y. C'est la dévalorisation de votre travail à l'état pur. Ce furent de vos nuits blanches, ce furent de vos risques quand vous avez misé le tout pour le tout. Ce furent de vos nerfs tendus comme une corde. C'est votre discipline qui vous a forcé à vous lever quand vous vouliez mourir. Mais la belle phrase efface tout cela, réduisant le travail colossal de l'homme au simple fait de la présence d'une femme à ses côtés. C'est un mensonge qui permet à la femme de se sentir partie prenante d'une victoire dans laquelle elle n'a versé aucune goutte de sang. Tournons-nous vers la biologie, regardons la nature sauvage où il n'y a ni construction sociale, ni morale fallacieuse. Le lion qui sort défendre sa meute ne le fait pas parce que la lionne lui a murmuré un discours de motivation à l'oreille. Il le fait parce que telle est sa nature, son instinct de domination. Il n'a pas besoin de muse pour être fort. Il a besoin d'un territoire et du droit de transmettre ses gènes. Sigmund Freud, l'homme qui voyait clair dans les gens, appelait cela la sublimation de la libido. Toute notre civilisation, tous les gratte-ciel, ponts, entreprises et grandes découvertes sont construits sur l'énergie sexuelle masculine qui n'a pas trouvé d'issue directe et s'est transformée en créativité et en travail. L'homme crée, mais pas pour une seule femme spécifique. Il crée parce qu'il est créateur par essence. Il étend l'espace. La femme, elle remplit cet espace. C'est une différence fondamentale. Quand on vous insinue que vous réussissez grâce à elle,
on vous place dans la position de débiteur éternel. Vous prenez en quelque sorte un crédit de confiance que vous ne pourrez jamais rembourser. Et c'est la position idéale pour le contrôle. Car si votre succès est son mérite, alors c'est elle qui devrait disposer des fruits de ce succès. Et maintenant, ajoutons un peu de piquant et examinons ce dont on se tait habituellement. Comment ce mythe tue votre libido et votre force masculine dans la chambre? Réfléchissez bien si vous croyez qu'il y a derrière vous une femme qui vous guide comme une mère guide un enfant déraisonnable. Que devenez-vous pour elle au niveau subconscient? Exactement. Vous devenez un fils, un projet, un investissement. Et on ne couche pas avec des fils. On ne désire pas des fils avec une passion animale. On est fier d'eux, on les félicite pour leurs bonnes notes sous forme de salaire. On leur essuie le nez, mais on ne les désire pas. En croyant à ce mythe, vous castrez vous-même votre image à ses yeux. Vous passez du statut de mâle dangereux et imprévisible, qui a chassé le mammouth envers et contre tout, à celui de pourvoyeur obéissant, qui a ramené le mammouth parce que c'était écrit sur la liste des courses. Carl Jung parlait des archétypes, et ici nous voyons la substitution de l'archétype du roi par l'archétype du prince. Le roi est autonome, son pouvoir émane de l'intérieur. Le prince est toujours dépendant de la reine-mère. Et la culture moderne, en imposant le mythe de la femme derrière l'homme, transforme massivement les hommes en éternels princes, attendant l'approbation de leur maman. C'est une tragédie à l'échelle épique. Mais il y a aussi le revers encore plus cynique de cette médaille. Appliquons la logique simple. Si une femme revendique votre succès, affirmant qu'elle en est la cause, est-elle prête à prendre la responsabilité de vos échecs? Posez cette question à voix haute ou en vous-même. Chérie, si derrière chaque grand homme se cache une femme, cela signifie-t-il que derrière chaque clochard alcoolique et raté se cache aussi une femme qui l'a mal motivé? Silence. À ce moment, le système se bloque, car ce mythe ne fonctionne que dans un sens. Les bénéfices sont communs, les pertes sont seulement les vôtres. C'est un schéma classique de parasitisme emballé dans le bel emballage de la romance. Alors comment désamorcer ce mythe? Comment arracher cette puce de votre tête? Premièrement, réalisez votre autorat. Chaque matin, en vous regardant dans le miroir, rappelez-vous, tout ce que j'ai est le résultat de mes décisions, de ma volonté. La femme peut être à vos côtés, elle peut créer le confort, mais elle n'est pas le vent dans vos voiles. Le vent, c'est votre esprit. Ne confondez pas le passager avec le moteur. Deuxièmement, utilisez la technique de l'aïkido psychologique. Quand vous entendrez à nouveau l'allusion que votre succès est son mérite, ne discutez pas. Souriez simplement de ce sourire calme et dangereux qui donne la chair de poule et dites « Tu as raison, ta foi est importante, mais c'est moi qui ai risqué, c'est moi qui ai décidé et la responsabilité m'incombe. » Doucement mais fermement, remettez les limites en place. Troisièmement, et le plus important, arrêtez de chercher une maman qui vous inspirera. C'est un besoin infantile. Un homme adulte n'a pas besoin d'inspiration extérieure pour agir. Il a besoin de discipline. Cherchez une femme alliée. Une femme qui admire votre force et non celle qui se l'attribue. La différence est colossale, mais ce n'est que le début. Nous avons examiné la fondation sur laquelle le contrôle est construit. Cependant, le système a aussi des outils plus agressifs. Le fouet par lequel on vous ramène à l'écurie quand la carotte de l'inspiration cesse de fonctionner. Et le nom de ce fouet est la culpabilité. Nous passons à la deuxième section, où nous analyserons le mot le plus effrayant du vocabulaire masculin moderne. Section 2. Le deuxième mythe. Tu es un abuseur. Nous passons à l'arme la plus dangereuse dans l'arsenal féminin moderne. Ce mot stigmate, ce mot verdict. Si le premier mythe était la carotte, celui-ci est un véritable fouet. Il s'agit du concept d'abuseur. Il y a 10 ans encore, c'était un terme purement médical et criminalistique. On l'utilisait pour désigner ceux qui battaient réellement leurs femmes, humiliaient leurs enfants et commettaient des violences. Mais aujourd'hui, le sens de ce mot a été brouillé à un point tel qu'il est devenu une matraque commode pour exiger l'obéissance. Quelle est l'essence de cette grandiose substitution de concepts? Suivez mes mains. La communauté féminine soutenue par les médias a discrètement réécrit les mots. Désormais, l'abus n'est plus un bleu sur le visage. Désormais, l'abus est toute action de votre part qui lui déplaît. Tout votre non. Toute tentative d'établir des règles dans votre propre maison. Vous avez dit que vous n'aimiez pas qu'elle aille en boîte avec ses amis à 3 heures du matin en mini-jupe. Vous êtes un abuseur, vous limitez sa liberté.
Vous avez demandé un compte-rendu de l'endroit où est allé l'argent commun. Vous êtes un abuseur financier. Vous avez exprimé votre opinion qui contredit la sienne. Vous êtes un agresseur psychologique. Vous faites du gaslighting sur ses sentiments. Sentez-vous l'absurdité de la situation? C'est une manipulation classique que Sigmund Freud aurait pu décrire comme une projection. La femme projette son désir de contrôle total sur vous, vous accusant de faire ce qu'elle fait justement. Le but de cette attaque est simple, provoquer chez vous un sentiment de culpabilité paralysant, vous faire craindre votre propre ombre. Un homme qui craint d'être appelé tyran devient parfaitement obéissant. Il cesse de gronder, il cesse d'exiger, il commence à demander la permission d'être simplement lui-même. Mais regardons les choses en face. Établir des limites n'est pas de la violence, c'est le fondement d'une psyché saine. Carl Jung disait que chaque personne a une ombre, le côté sombre et puissant de la personnalité. Et si un homme réprime son ombre en essayant d'être une peluche, il tombe malade de névrose, d'impuissance, de dépression. Quand vous dites « j'interdis cela parce que c'est un manque de respect envers moi », vous n'êtes pas un tyran, vous êtes un homme qui a une colonne vertébrale. Et c'est précisément cette colonne vertébrale qu'elle essaie de briser en utilisant le mot terrible commençant par la lettre A. Passons maintenant à l'aspect le plus piquant. Là où ce mensonge porte le coup le plus destructeur dans la chambre à coucher, dans la sphère de la vie intime. Ici, la nouvelle éthique tente de commettre un crime contre la nature même. On essaie de nous faire croire que toute manifestation de force de domination et d'élan masculin est aussi une forme d'abus qu'il faut demander la permission pour chaque caresse, que le sexe doit être stérile sur un contrat égalitaire entre deux êtres asexués. Mais soyons honnêtes, c'est un mensonge dont les femmes elles-mêmes souffrent. La biologie évolutionniste se moque de ces règles. Au niveau des instincts, dans cette partie ancienne du cerveau, qui répond à l'excitation, la femme ne cherche pas un partenaire sûr. Elle n'a pas besoin au lit d'un démocrate qui organise un vote avant de changer de position. Elle a besoin d'un conquérant. Elle a besoin d'une saine agression. Elle a besoin de sentir que votre force dépasse sa résistance. Quand un homme effrayé par les accusations d'abus commence à se comporter au lit comme un démineur prudent, la chimie meurt, la polarité disparaît, le plus cesse d'attirer le moins. Le sexe se transforme en gymnastique. La femme peut dire qu'elle veut de la tendresse et de l'égalité, mais son corps, sa physiologie réagissent au pouvoir, à la prise de cheveux, assurée à la fessée, qui affirme votre droit sur elle à cet instant, aux mots qui arrachent le vernis de la civilisation et lui montrent sa place dans cette ancienne hiérarchie. Le paradoxe est qu'en appelant votre dominance naturelle un abus, elle se prive elle-même de plaisir. Elle castre son amant, puis s'étonne d'avoir mal à la tête et de ne pas avoir de désir. Elle veut que vous soyez un sauvage dans la chambre, mais un enfant sage dans la cuisine. Mais cela n'existe pas. On ne peut pas allumer et éteindre l'essence masculine d'un claquement de doigts. Alors, comment désamorcer cette manipulation? Comment ne pas se laisser coller l'étiquette de tyran? Première règle, redonnez aux mots leur véritable sens. Séparez clairement la violence réelle de vos règles. Si vous ne frappez pas et n'humiliez pas la dignité humaine, vous n'êtes pas un abuseur, vous êtes un leader. Et un leader a toujours une charte. Quand elle vous lance « tu m'opprimes », répondez calmement « je n'opprime pas, j'établis des limites. Ce sont mes principes, ils ne sont pas négociables. » Deuxième règle, ne vous justifiez jamais. Dès que vous commencez à vous justifier « non chérie, je ne voulais pas, j'ai juste… », vous avez perdu. Vous vous êtes placé en position d'accusé. L'accusé est toujours faible. Votre position doit être inébranlable comme un roc. Troisième règle, comprenez son véritable motif. Souvent, l'accusation de tyrannie est en fait une demande masquée de manifestation de force. Un test. Un shit test, comme disent les pick-up artistes. Elle vous provoque pour savoir si vous plierez ou non. Si vous avez peur de l'étiquette et reculez, elle sera déçue. Si vous encaissez calmement ce coup et restez sur vos positions, elle ressentira de la sécurité. Les femmes ne quittent pas ceux qui maintiennent le cadre. Elles quittent ceux qui s'effondrent au premier cri. Cessez d'avoir peur d'être méchant. Dans ce monde, les gentils garçons ne sont pas aimés. Ils sont utilisés. On aime ceux qui sont dangereux, mais qui savent contrôler leur dangerosité. Ceux qui peuvent être tendres, mais dont le regard dit « ne réveille pas la bête en moi ». C'est cet équilibre qui fait de vous un aimant.
Quant à l'étiquette « abuseur », laissez-la aux faibles qui l'ont inventée pour justifier leur incapacité à se soumettre à la force. Nous avons analysé 2 mythes. Nous avons retrouvé notre droit au succès et notre droit à la force. Mais il y a un 3e piège. Il frappe votre sens du devoir, votre désir de vivre pour vous-même. On vous dit que vivre pour soi est un péché. On vous dit « tu es égoïste ». Et maintenant, nous allons prouver que ce mot est le meilleur compliment pour un homme. Section 3, le 3e mythe. Tu es égoïste. Si le mot abuseur est utilisé pour briser votre volonté, le mot égoïste est appliqué dans un autre but. C'est un outil pour pirater votre portefeuille, votre temps et vos ressources. C'est un crochet pour ouvrir votre coffre-fort. Combien de fois avez-vous entendu cette phrase « Tu ne penses qu'à toi » Elle sonne comme une accusation, comme un verdict de votre bassesse morale. On essaie de vous convaincre que penser à soi est honteux, que le sens de la vie d'un homme est le sacrifice, le service infini et irréfléchi. Déconstruisons ce mensonge. Que se passe-t-il réellement quand une femme vous appelle égoïste? Traduisons-le du langage féminin au langage des faits. Dans 9 cas sur 10, cette phrase signifie exactement ceci. Tu as cessé de faire ce qui m'arrangeait. Tu as cessé de servir mes désirs et as commencé à dépenser des ressources pour tes propres objectifs. Remarquez que lorsque vous lui achetez un manteau de fourrure, l'emmenez en vacances ou résolvez ses problèmes, vous n'êtes pas égoïste, vous êtes un vrai homme. Mais si vous vous achetez une canne à pêche coûteuse, une moto, ou passez simplement le week-end comme vous le souhaitez, et non comme elle la sirène retentit immédiatement. Égoïste. Ce n'est pas un combat pour la justice, c'est un combat pour la ressource. La nature féminine évolutivement axée sur la survie de la progéniture cherche à accumuler toutes les ressources autour d'elle. Et l'homme qui dépense des ressources pour lui-même est perçu comme une menace, comme un tuyau qui fuit, d'où s'échappe une énergie précieuse. En vous accusant d'égoïsme, elle essaie simplement de fermer ce robinet et de diriger le flux vers son propre jardin. Freud disait que l'ego est notre partie consciente qui interagit avec la réalité. Un ego sain est la base de la survie. Si un homme n'a pas d'égoïsme, il périt. Il se distribue en morceaux jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une coquille vide. L'altruisme dans la nature n'existe qu'envers la progéniture génétique, mais on vous oblige à être altruiste envers une femme adulte et capable qui peut très bien prendre soin d'elle-même. Rappelez-vous la conception de l'individuation de Carl Jung. Le but de la vie d'une personne est de devenir soi-même, de devenir une personnalité entière. Pas une moitié de pomme, pas un complément à quelqu'un, mais un cosmos autonome séparé. Une personne qui ne s'aime pas ne peut pas aimer les autres. Elle ne peut que dépendre. Par conséquent, l'égoïsme sain n'est pas un défaut. C'est le fondement de la solvabilité masculine. Et maintenant, la vérité désagréable qui saute aux yeux. Un homme qui n'est pas égoïste n'intéresse pas les femmes. Pensez aux gentils garçons qui sont prêts à donner leur dernière chemise, qui les regardent bouche bée et exécutent tous les caprices. Les femmes les utilisent, s'essuient les pieds sur eux et partent avec les égoïstes, ceux qui se valorisent, ceux qui ont leurs limites, leurs hobbies, leurs passions. Pourquoi cela se produit-il? Parce que l'égoïste est une ressource en pénurie. Lorsque vous vous placez en premier, vous devenez un prix précieux. Vous êtes une forteresse qu'il faut conquérir. Et l'altruiste est un passage ouvert. Les portes sont ouvertes, prenez ce que vous voulez et ce qui est disponible gratuitement n'est pas valorisé. C'est la loi du marché. La loi de la psychologie, la loi de la vie. Comment désamorcer cette manipulation? Comment réagir à l'accusation d'égoïsme? Changez la polarité. Arrêtez de vous justifier. Quand on vous dit « tu es égoïste », répondez calmement et avec dignité « oui, je suis égoïste. Je n'ai que moi-même. Si je ne prends pas soin de moi, je ne pourrai prendre soin de personne d'autre. Mes intérêts, ma santé et mon développement sont ma priorité. » Acceptez ce titre avec fierté. Portez-le comme une médaille. L'égoïste est celui qui ne se laisse pas manipuler. Séparez les concepts. Il y a l'égoïsme et il y a l'égocentrisme. L'égocentrique croit que le monde entier tourne autour de lui. L'égoïste sait simplement qu'il est le centre de sa propre vie. Dites-lui, je cherche une femme qui sera une compagne sur mon chemin et non une femme qui veut devenir mon chemin. Je ne sacrifierai pas mes objectifs pour ton confort, mais si tu es à mes côtés, nous nous porterons bien tous les deux. Dans la chambre à coucher, cette règle fonctionne sans faute. L'homme qui, pendant le sexe, ne pense qu'à donner du plaisir à sa partenaire, échoue souvent.
Il est trop tendu, il a peur de se tromper. Mais celui qui prend du plaisir lui-même, qui prend avidement son propre plaisir, qui plonge la tête la première dans le processus, il enflamme sa partenaire. La femme s'enflamme de votre plaisir. Votre jouissance est un déclencheur pour elle. Par conséquent, même au lit, l'égoïsme sain est la voie vers l'extase commune. Soyez égoïste, prenez ce que vous voulez et elle vous sera reconnaissante pour cette passion. Nous avons passé 3 étapes. Nous avons repoussé l'attaque contre le succès, la force et les ressources. Il reste le dernier bastion, le mythe le plus insidieux et le plus invisible qui joue sur votre sens de la responsabilité pour son humeur. Le mythe numéro 4. Tu ne me donnes pas assez d'attention. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache réellement derrière cette phrase? Section 4, le 4e mythe. Tu ne me donnes pas assez d'attention. Nous sommes arrivés au boss final, à la plainte la plus fréquente, la plus collante et la plus épuisante. Tu ne me donnes pas assez d'attention. Combien de soirées ont été gâchées par cette phrase, combien de nerfs brûlés? Elle sonne plaintivement, vous donnant envie de corriger la situation, de laisser tomber vos affaires et de vous tourner vers elle. Mais stop, c'est un piège. Ce n'est pas une demande d'amour. C'est une exigence de la divertir. Déconstruisons ce mythe jusqu'à la fondation. Que se cache réellement derrière les mots « je manque d'attention » ? Dans 99% des cas, cela se traduit par « je m'ennuie avec moi-même ». Je suis vide et j'exige que tu combles ce vide. La femme transfère sur vous la responsabilité de son état émotionnel. Vous devez devenir son animateur, sa télévision, son clown. Et si elle s'ennuie, c'est de votre faute. Carl Jung appelait cela la projection de la vacuité intérieure. Une personne qui n'a pas trouvé de contact avec son âme essaie de combler ce trou avec une autre personne. Elle veut absorber votre temps parce qu'elle ne sait pas quoi faire du sien. C'est du parasitisme pur. Rappelez-vous, quand vous êtes occupé par une tâche, quand vous êtes passionné par une idée, vous ne vous ennuyez pas. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un soit assis à côté de vous en vous tenant la main. Vous êtes autonome et elle ne l'est pas. Et au lieu de se développer, elle vous accuse de froideur. La vérité cruelle est que vous n'êtes pas obligé d'être la source de ces divertissements. Vous êtes son mari partenaire amant, mais pas un bouffon salarié. Quand elle dit « on ne sort jamais », elle veut dire « tu ne m'emmènes jamais nulle part ». Sentez-vous la différence? Elle prend la position passive de l'enfant qui attend que papa organise la fête. Mais vous n'êtes pas papa et elle n'est pas une petite fille de 5 ans. Et maintenant, abordons la facette la plus dangereuse de ce mythe. L'aspect instinctif biologique, celui dont les psychologues ont peur de parler pour ne pas perdre l'audience féminine. Il s'agit du contrôle de votre regard, du contrôle de votre attention envers d'autres femmes. Tu la regardes, siffle-t-elle quand votre regard glisse sur une belle femme au restaurant et vous, comme un écolier fautif, baissez les yeux. Vous vous sentez coupable. On vous a inculqué que regarder les autres est une trahison, c'est un manque de respect. Mensonge. Un mensonge monstrueux destiné à castrer votre nature. Freud dirait que c'est la peur de la castration, mais à l'envers, c'est une tentative de castration mentale de l'homme. Évolutivement, l'homme est un chasseur. Son cerveau, sa formation réticulaire sont aiguisés pour scanner l'espace. Il cherche le danger et il cherche la proie. C'est un instinct. Quand un mâle de haut rang entre dans une pièce, il évalue toutes les femelles. Cela se produit en une fraction de seconde. C'est un marqueur de testostérone. C'est un marqueur de vie. L'exigence de ne pas regarder et l'exigence de devenir un eunuque, de devenir sûr de devenir aveugle. La femme veut que vous cessiez d'être un homme et deveniez sa petite amie qui ne voit qu'elle. Mais le paradoxe est que dès que vous mettez ces œillères, dès que vous cessez de remarquer la beauté autour de vous, vous perdez votre énergie sexuelle et vous cessez de la désirer elle aussi. La libido ne peut pas être dirigée par un faisceau étroit sur un seul objet en éteignant complètement la périphérie. La libido est un projecteur qui inonde de lumière tout l'environnement. Vous pouvez contrôler vos actions. Vous êtes fidèle à votre choix. Vous ne courez pas après chaque jupe, mais vous ne pouvez pas et ne devez pas contrôler vos instincts. Votre regard est votre nature. Votre capacité à remarquer la beauté est un signe de votre santé. Ne lui permettez pas de vous mettre une muselière. Comment désamorcer ce mythe? Comment réagir à « je m'ennuie » et « tu ne regardes pas » ? Utilisez la technique du renversement. À la phrase « je m'ennuie avec toi »,
ou « tu ne me donnes pas d'attention », répondez calmement sans vous décoller de vos affaires. Intéresse-moi. Renvoyez-lui la balle. Montrez que votre attention est une ressource précieuse qui doit être méritée. Vous n'êtes pas obligé de la distribuer par coupon. Si elle veut de l'attention, qu'elle devienne intéressante, qu'elle devienne séduisante, qu'elle devienne celle qu'on a envie de regarder. Et aux plaintes concernant le regard des autres, répondez avec le sourire du prédateur « Oui, elle est belle. J'ai un excellent goût. C'est précisément pourquoi je t'ai choisi. » Cela brise le schéma. Vous ne vous justifiez pas. Vous affirmez votre nature et lui faites en même temps un compliment. Vous restez dans la position de l'homme fort. Nous avons analysé 4 mythes. 4 murs de la prison où sont assis des millions d'hommes. Il est temps de détruire définitivement cette prison et de faire le bilan. Nous avons parcouru un long chemin dans cette vidéo. Nous avons commencé par prendre conscience de l'ampleur du conditionnement et avons terminé par l'analyse des manipulations chirurgicales les plus subtiles. Vous avez maintenant entre les mains la carte d'un champ de mines. Vous voyez où les pièges sont cachés. Vous savez comment désamorcer les mines. Mais savoir ne suffit pas. Le savoir sans l'action n'est qu'une bibliothèque qui prend la poussière. La question principale qui se pose à vous maintenant, que ferez-vous de cette vérité? Beaucoup d'hommes arrivés à ce stade ressentiront de la peur. C'est normal. Il est effrayant de briser un système dans lequel on a vécu 30, 40 ou 50 ans. Il est effrayant de changer les règles du jeu quand les cheveux sont déjà gris. Une voix perfide résonne dans la tête. Peut-être laisser les choses comme elles sont. Peut-être qu'une mauvaise paix vaut mieux qu'une bonne querelle. Je vous répondrai non. Ce n'est pas mieux car ce n'est pas la paix, c'est la capitulation. Et le prix de cette capitulation est votre vie qui s'échappe entre vos doigts pendant que vous essayez d'être commode pour les autres. Réaffirmons ce que nous avons appris, mais regardons-le plus largement. Quand on vous dit « derrière ton succès, je suis là », vous savez maintenant que c'est une tentative de voler votre victoire et vous ne la cédez pas par avarice, mais par respect pour vos cicatrices et vos nuits blanches. Quand on vous dit « tu es un abuseur », vous savez que c'est une tentative de briser vos limites et vous les renforcez, comprenant que la clôture autour de la maison est installée non par haine des voisins, mais par amour pour ceux qui sont à l'intérieur. Quand on vous dit « tu es égoïste », vous entendez un compliment quant à votre autonomie. Vous comprenez que ce n'est qu'en remplissant votre propre vase que vous pouvez donner à boire aux autres. Quand on vous dit « tu ne me donnes pas assez d'attention », vous voyez une tentative de vous transformer en clown et vous refusez de revêtir ce costume car le roi ne divertit pas sa cour. Le roi l'amène. Votre liberté commence là où votre culpabilité se termine. Comprenez une chose fondamentale sur la nature des relations. La femme est un élément, c'est le chaos, c'est l'émotion. Elle est comme l'eau qui prend la forme du récipient. S'il n'y a pas de récipient, si l'homme est faible, s'il n'a pas de rive rigide, l'eau se répand, se transformant en un marais qui aspire et noie. Mais si l'homme est un roc, s'il a une forme, une structure et une volonté, l'eau se calme, elle devient une rivière profonde qui nourrit et donne la vie. Elles vous testeront toujours. C'est une loi biologique. La femelle teste la force du mâle pour s'assurer qu'il est capable de protéger la progéniture. Ces crises, ces manipulations, ces accusations sont souvent un cri inconscient. Montre-moi ta force. Montre que tu es plus fort que mon chaos. Et quand vous cessez de vous justifier, quand vous regardez calmement la tempête dans les yeux et ne reculez pas, la magie opère. La femme se calme. Dans ses yeux, le mépris disparaît et naît ce que vous avez oublié depuis longtemps. Le respect. Cessez de chercher l'approbation. C'est la voix du garçon, mais pas de l'homme. Le gentil garçon reçoit un bonbon et une tape dans le dos. L'homme adulte reçoit le monde qu'il construit selon ses propres règles. Reprenez votre droit d'être incommode, votre droit d'être complexe, votre droit d'être silencieux, votre droit d'être dangereux. Rappelez-vous, le lapin est sûr, mais personne ne le respecte. Le lion est dangereux, mais c'est pourquoi on le respecte. Devenez le lion qui contrôle sa force, mais ne s'excuse jamais d'avoir des crocs. Peut-être avez-vous 40, 50 ou même 70 ans et vous pensez qu'il est trop tard pour changer quoi que ce soit. C'est un mensonge. Tant que vous respirez, il n'est pas trop tard. L'homme n'a pas de date de péremption. Votre automne peut devenir votre âge d'or. L'âge où vous vous débarrasserez enfin du fardeau des attentes des autres. Quand vous cesserez de jouer les rôles imposés par votre mère, la société et votre femme.
Quand vous inspirez pour la première fois l'air à plein poumon et direz « Je ne dois rien à personne, sauf à moi-même et à Dieu ». Ce chemin n'est pas pour tout le monde. C'est le chemin du solitaire même si vous êtes marié. C'est le chemin de la migration intérieure hors du pays des compromis éternels. Beaucoup éteindront cette vidéo et retourneront à leur esclavage douillet où tout est décidé pour eux, où il y a une illusion de stabilité, et je ne les juge pas. L'esclavage est aussi un choix. Mais si au fond de vous, sous les couches de la vie quotidienne et des habitudes, une braise de cet esprit ancien et indomptable couve encore, attisez-la. Laissez ce feu brûler tout ce qui est superflu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comment vous sentez-vous après cette exploration d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ou marqué? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires afin que nous puissions connaître vos réflexions. Et si cette vidéo vous offre une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des prochaines explorations. Chaque soutien, chaque retour est une véritable source de motivation pour continuer à vous proposer des contenus profonds fidèles à l'esprit de Carl Jung afin de vous aider à mieux vous comprendre pas à pas. Merci et à très bientôt dans la prochaine vidéo.